Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine, mais surtout pour préparer la semaine qui arrive, et il y a ce soir de nouveau énormément de choses à dire. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. On va commencer tout de suite avec un premier point sur le marché crypto. Globalement, un week-end calme pour le moment, mais j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Par contre, si on regarde sur les 7 derniers jours, alors là, il y a eu beaucoup plus d'activité. On a un marché qui est vraiment très hétérogène sur les 7 derniers jours. Bitcoin s'en sort plutôt bien avec une performance relativement intéressante de quasi plus 0,5%. De son côté, Ether a été en très grosse difficulté, quasiment moins 10% sur la semaine. Donc on a vraiment Ether qui a sous-performé BTC, je vais y arriver. Et du côté des alts, eh ben c'est un petit peu la même chose. On a vraiment un marché coupé en deux, avec certains altcoins, oula je sais pas pourquoi ça vient de se réactualiser, qui se sont bien comportés, qui ont bien résisté cette semaine, et d'autres qui ont été en plus grosse difficulté. Alors vous me posiez la question il y a un instant dans le chat, quel est mon scénario sur Bitcoin? Je vais vous décortiquer ça très simplement, vous allez voir. Alors déjà je voulais revenir sur le scénario que je vous avais présenté fin de semaine. Comme vous le voyez, il s'est invalidé. Ok, le but, nous, c'était venir chercher un swap des 41 000 $ et de repartir vers le bas. Ce scénario est annulé puisque nous avons réintégré la structure des 40 200 $. Cette réintégration de structure déclenche donc des targets en direction des 45 000 $. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer à l'achat maintenant, d'accord? Moi, pour me positionner à l'achat, j'attendrai un retracement dans un premier temps, eh bien, dans cette FVG en 4 heures, aux alentours des, allez, on va dire 40 350 $, d'accord? Avec potentiellement un stop loss sous les précédents lots, et donc un TP, comme je vous le disais, vers les 45 300 $. Une fois qu'on aura récupéré cette zone, pour moi, le moment sera venu d'entamer une dernière phase de retracement en direction, là, on va dire, entre 37 et 32 000 $ au plus bas. D'accord? Donc avec potentiellement une deuxième entrée qui sera faite ici. Alors là, on pourra se laisser peut-être un petit peu plus de marge sur le stop loss, mais du coup, avec un take profit qui sera beaucoup plus bas pour nous permettre d'avoir un ratio risque-récompense intéressant. Alors évidemment c'est très compliqué de faire des projections comme ça sur plusieurs jours. Déjà donc la première étape ça va être de se concentrer sur cette prise de position. D'accord? Donc pour cela, on va réduire un petit peu l'unité de temps sur laquelle on va travailler. Et donc vous allez voir tout simplement que le but ici, ça va être de revenir travailler cette zone-là. Cette zone de cassure de structure dans laquelle on a créé un déséquilibre, donc de la FVG ou de l'imbalance selon comment vous voulez l'appeler. Et si on utilise le retracement de Fibonacci sur cette impulsion haussière, eh bien on se rend compte que cette zone qui nous intéresse particulièrement intervient pile poil sur le niveau 0,5 de Fibo. Donc là, on a vraiment une confluence, une convergence d'éléments qui peut nous faire dire qu'effectivement, cette zone pourrait être amenée à être un niveau clé qui permettra potentiellement à BTC de réagir. Alors, je vais être très prudent quand même sur ce niveau puisque on peut potentiellement considérer qu'il y a un petit peu de liquidité qui a été laissée sur ces lots-là, donc c'est pas impossible qu'on vienne les récupérer. De ce fait, on pourrait se permettre de se laisser un petit peu plus de marge sur le SL, sachant que de toute façon on a quand même un ratio risque-récompense très intéressant en visant les 45 300 $, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, d'accord? Donc voilà en gros ce que je vais viser pour le début de semaine prochaine, et donc après on réfléchira, on verra si potentiellement effectivement on peut repasser vendeur avec un dernier dump avant d'entamer potentiellement le vrai bull run, le vrai rallye haussier dans les prochains mois et aller chercher un nouvel ATH. Mais ça on y viendra un petit peu plus tard, il reste du temps avant que tout cela n'arrive. Alors si on regarde un petit peu du côté des datas de l'order flow, on voit que donc, le open interest est bien monté tout au long de la semaine dernière, ça s'est d'ailleurs accentué sur le mouvement d'impulsion qu'on a eu donc sur la fin de semaine. Et là depuis forcément c'est beaucoup plus calme, mais c'est normal, c'est le week-end. Du côté des fundings, on a baissé un petit peu, mais globalement on reste relativement stable. Et là où c'est très intéressant, c'est du côté des spots. Vous voyez, on est sur des deltas largement positifs, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de volume acheteur que de volume vendeur sur les spots, sur les contrats spots, d'accord, sur le marché. Donc ça c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y en a qui essayent de comprendre un petit peu pourquoi on a eu cette impulsion haussière, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, sur ces niveaux-là, on avait les whales, les spots qui achetaient, et les retail sur les contrats futurs. Alors attention, je ne dis pas que spot égale whale et futur égale retail.
ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais là, en l'occurrence, c'était exactement ça. On avait donc des retails sur les contrats dérivés qui étaient plutôt vendeurs. Et donc cette divergence de comportement a été significative et a permis justement une réintégration de cette structure, sachant que, je vous l'avais montré, on avait une très belle zone d'ordre à venir récupérer sur les 41 000 dollars. Alors je sais pas pourquoi mon mob chart en ce moment, mon application mob chart bug vraiment systématiquement. Je suis vraiment désolé. À chaque fois j'essaye de vous montrer l'order book. Le site bug complètement, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Bref, ça y est, ça semble se réactualiser. Je vais pouvoir vous montrer du coup ce que je cherchais à vous montrer. Donc cette fameuse zone d'ordre qui nous attendait aux alentours des 41 000 dollars. Vous la voyez juste sur cette partie-là qui a donc été récupérée. Mais si on dézoome un petit peu, eh ben, il ne faut pas oublier toute la liquidité, toutes les zones d'ordre qu'on a laissées plus basses. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition parfaite avec Ethereum, puisqu'on a sensiblement la même chose du côté d'Ether. C'est-à-dire que on a effectivement fait un bon nettoyage sur ces derniers temps, mais il reste énormément de liquidités vers le bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne me suis pas positionné sur Ether, d'autant plus que, alors là la charte est encore moins bullish je trouve sur Ethereum. Regardez ce lot qui n'a pas été swept, qui n'a pas été récupéré. Là en plus on a recréé un equal lot par-dessus un lot qui était déjà existant. Donc on a énormément de liquidité sur ces niveaux-là. Donc pour moi, Ether a vraiment besoin de venir s'appuyer sur cette zone de polarité, cette zone de support des 2100 dollars avant potentiellement de repartir à la hausse. D'accord? Donc pour le moment, je suis vraiment en observation sur Ether. Pas de prise de position pour ma part pour le moment parce qu'il y a vraiment trop de contre-indications actuellement. D'accord? Et sachant que donc voilà, là aussi on a énormément d'ordres en attente, un petit peu comme les miens, comme le mien là que vous voyez ici. Donc c'est pour ça que je vais être très très prudent parce que c'est généralement dans ce genre de situation, on peut se retrouver un peu avec des cascades de liquidation où en fait le marché dévale la pente à toute vitesse. Ça peut des fois être un petit peu compliqué de se positionner là-dessus. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les deux gros mastodontes. Derrière, il y a eu des setups quand même assez intéressants tout au long de la semaine sur les cryptos. Je pense à Matic et ARB sur lesquels on a validé donc tous nos TP. Il y a eu le Solana qui a merveilleusement bien réagi sur le prix d'entrée qu'on avait identifié début de semaine dernière. Hein. Je vous en avais parlé vraiment toute la semaine. Ce trade-là, on l'a travaillé ensemble. Voilà, on est venu récupérer tous les lots qui étaient ici. Donc toute la liquidité qui était à récupérer sur cette partie-là a été swept et donc désormais on se dirige vers le deuxième cluster de liquidité qui va se situer sur ces différents highs. D'accord? Donc voilà pourquoi on a pris cette position. D'ailleurs, si vous êtes toujours dedans, je vous invite très sincèrement à prendre des profits partiels puisqu'on arrive sur un niveau de résistance intermédiaire. Vous le voyez ici sur les 93 dollars. Pour le moment d'ailleurs, on est rejeté sur ce niveau. Donc n'hésitez pas à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss ABE. Très très important. D'accord? On a eu aussi un setup intéressant sur le XAI avec même chose, une très très belle réaction sur notre prix d'entrée. Donc là aussi, si vous êtes toujours dans cette position, je vous invite à la sécuriser avec une prise de profit partiel et un SL remonté ABE. Donc sur le marché crypto, globalement, on s'en est plutôt bien sorti. En plus, le mouvement de correction de début de semaine nous a permis de nous repositionner sur certains altcoins. Ça a été le cas notamment de APT. Ça a été le cas aussi d'Aleph, d'Atom, UOS, etc. Je vous ai partagé tout ça dans le serveur Discord. Lido aussi qui a très très bien réagi à nouveau sur sa zone de support weekly. Donc vraiment de très bons moves sur le marché crypto cette semaine. Ce qui nous a d'ailleurs permis de réaliser des plutôt bonnes performances. On va regarder ça tout de suite du côté des résultats. Mais vous voyez effectivement il y a un point rouge dans ces résultats sur le service Plutos, moins 7%, et ça me permet de faire la transition parfaite du côté des marchés financiers traditionnels, puisque oui, c'est sur les marchés tradis cette semaine que ça a été beaucoup plus compliqué, en tout cas pour ma part. Alors il s'est passé énormément de choses cette semaine en finance, d'un point de vue économique, macroéconomique, microéconomique, il y a eu beaucoup de data. Alors déjà d'un point de vue macroéconomique, on a eu les chiffres PMI, en Europe et aux États-Unis, on a eu les chiffres de la croissance, on a eu les chiffres de l'inflation. Du côté de l'Europe, on a eu la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt directeurs. Nous avons eu aussi d'un point de vue microéconomique beaucoup de résultats d'entreprises. Je pense par exemple à Netflix, à Tesla, à IBM, à American Express, mais aussi du côté européen, à LVMH, qui a notamment annoncé des bénéfices records. Et tout ça a créé un agrégat
qui a amené énormément de volatilité sur les marchés. Alors, juste avant de regarder justement d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? Globalement, on est à peu près dans la même situation. L'Europe reste dans une situation macroéconomique compliquée. D'accord. La Banque centrale donc maintient ses taux d'intérêt directeurs relativement élevés à 4,5%. Et du côté américain, on hésite un petit peu, il y a du mieux, mais pas dans tous les secteurs, il y a encore du travail, il y a encore des choses à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu un petit peu moins de volatilité sur les marchés américains que sur les marchés européens, notamment sur la fin de semaine. Aussi, parce que, on va le voir juste après, les marchés sont un petit peu en attente du FOMC qui aura lieu mercredi prochain. Donc, d'un point de vue technique, globalement, le dollar reste assez peu volatile. D'accord. On a refait une phase de range comme on avait pu le faire sur la première partie du mois de janvier. D'ailleurs, si vous regardez le taux à 10 ans, c'est exactement la même chose. On est resté scotché malgré les différentes annonces macroéconomiques qu'on a pu avoir dans la semaine. Du côté du Dow Jones, on a fait un nouveau plus haut, mais pour moi, ça commence à sentir un petit peu le retournement, sachant qu'on a quand même un Dow Jones qui, si on exclut le Russell 2000, est pour moi l'indice américain le plus faible ces derniers jours. Même si sur la fin de semaine, ça s'est accentué un petit peu à la baisse pour le Nasdaq qui nous a fait un joli double rejet ici sur les 17 600 points. Et puis lui, le S&P 500 qui nous fait de nouveau un ATH. Du côté des Européens, alors là ça a été vraiment très très bon, à commencer par le CAC 40 qui nous a fait une semaine de dingue et notamment vendredi avec du coup je vous le disais les bénéfices records qui ont été annoncés par LVMH. D'ailleurs LVMH qui s'est envolé de plus de 12% en bourse, vendredi, donc vous le voyez avec une action qui est repartie à la hausse et qui a donc repassé par la même occasion une zone de polarité assez importante si on regarde sur du weekly. C'est quand même pas anodin ce qui s'est passé sur LVMH cette semaine et ça pourrait annoncer des jours meilleurs, même si je reste quand même relativement prudent vis-à-vis de la situation actuelle en Chine. Tant que je suis sur le marché action français, je voudrais vous reparler aujourd'hui de la FDJ. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines en vous disant que c'était une action très intéressante à surveiller. Et regardez ce qu'il s'est passé cette semaine. On a fait un joli plus 8% sur l'action de la FDJ cette semaine. Donc félicitations à tous ceux qui avaient suivi l'opportunité que je vous avais partagée il y a quelques semaines. Il y avait vraiment une très 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 belle chose à faire aujourd'hui cette semaine sur le marché français. Donc je vous le disais, le CAC qui nous fait une très 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 belle semaine. Je me suis d'ailleurs repositionné à la vente sur le CAC, d'accord, parce que pour moi, voilà, il y a quand même des éléments qui me font dire qu'on va avoir besoin d'une respiration un petit peu plus profonde. Et d'ailleurs, ce gap de rupture sera probablement amené à être comblé dès le début de semaine. Donc on peut s'attendre potentiellement à une session de Londres lundi matin qui sera un petit peu compliquée. Même chose pour le DAX. Qui, de par ses grosses pondérations, donc à savoir SAP, a pu réaliser de belles performances cette semaine à nouveau. Donc on voit notre position qui repasse dans le rouge après avoir été dans le vert pendant un bon moment. Et même chose du côté du FTSE, l'indice britannique, sur lequel on avait fait un renforcement de position vendeur ici, qui s'est totalement envolé sur la fin de semaine avec les résultats notamment microéconomiques européens, mais aussi macroéconomiques, même si pour moi, voilà, là c'est très clairement suroptimiste en fait et beaucoup trop ambitieux. Et je pense qu'en fait on a surtout un FTSE qui suit un petit peu le DAX et le CAC dans leur envolée. Je bois une petite gorgée d'eau et on va avancer tout de suite sur le reste. Donc je vous le disais tout à l'heure, les marchés qui vont donc être en attente aussi du FOMC qui aura lieu donc mercredi prochain. Mais alors c'est pas tellement le FOMC en lui-même qui importe, puisque voilà, sans grande surprise, on devrait avoir une stabilisation des taux d'intérêt directeurs de la Fed donc à 5,5%. Ce qui va être particulièrement intéressant, ça va être la prise de parole de Jérôme Powell dans la soirée de ce mercredi 31 janvier, où il nous donnera potentiellement davantage d'indications sur la politique monétaire qui sera adoptée par la Fed au cours de l'année 2024. Alors, ça va être une data importante dans cette semaine, mais attention, ça ne va pas être la seule chose, et d'ailleurs, on va faire un petit tour du programme macroéconomique pour la semaine qui nous attend. Alors, lundi, rien à signaler, ça sera une journée vraiment assez calme selon moi. Par contre, dès mardi, on va avoir des choses intéressantes, notamment sur la session de Londres, puisque nous allons avoir les chiffres de la croissance en France, de l'inflation et de la croissance en Espagne, et globalement les chiffres de la croissance sur l'ensemble de l'Union européenne. Et donc vous le voyez, selon les estimations, la croissance est au point mort. Effectivement, on reste dans une phase de récession. Dès le mardi après-midi, on aura aussi des chiffres intéressants du côté
européen, américain. Mais du coup, ce sera la confiance des consommateurs qui est une data très importante, mais aussi le rapport JOLTS, je vais y arriver, sur les nouvelles offres d'emploi. Vous savez que c'est un chiffre, enfin un rapport qui est très surveillé par la Fed et qu'elle prend en compte évidemment dans ses décisions de politique monétaire. Mercredi, ça sera la session asiatique qu'il faudra surveiller particulièrement et celle de Sydney avec les résultats de l'inflation en Australie, les PMI en Chine. Donc là, attention pour nos positions sur les indices européens, ce seront des résultats importants. Une session de Londres intéressante aussi avec l'inflation en France, le taux de chômage en Allemagne et l'inflation aussi en Allemagne, j'allais l'oublier. Donc encore une fois une session de Londres bien remplie. Et puis mercredi après-midi, on aura les chiffres de l'indice PMI de Chicago, les stocks de pétrole brut, comme d'habitude, et le FOMC le soir, je viens de vous en parler. Jeudi, encore une journée bien chargée du côté européen avec tout ce qui va être PMI, mais surtout les chiffres de l'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne qui devrait se stabiliser à 2,9% selon les estimations, ainsi que le taux de chômage qui lui aussi devrait rester assez élevé à 6,4%. On aura la décision de la Banque centrale anglaise sur les taux d'intérêt directeurs. Même chose, une banque centrale britannique qui devrait maintenir ses taux à 5,5%. Et puis l'après-midi, on aura les chiffres notamment PMI manufacturier et l'indice ISM. Donc là aussi, des datas macroéconomiques très importantes. Et puis on finira la semaine en beauté vendredi avec NFP, donc salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, taux de chômage aux États-Unis, ainsi que les anticipations d'inflation à court terme, à moyen terme, l'attente et la confiance des consommateurs. Donc très grosse semaine en prévision, je vous en avais parlé la semaine dernière, mais je vous avais très clairement dit que cette fin janvier allait être vraiment très sportive. Alors elle l'a été déjà cette semaine avec toutes les annonces macro et micro que nous avons eues, mais cela va s'accentuer pour moi encore une fois sur cette semaine, et donc potentiellement pas mal de volatilité. Malgré ça, pour le moment, le VIX reste relativement calme. On a des marchés qui ne sont pas forcément trop stressés et on garde un certain niveau de sérénité et de confiance, mais ça pourrait très vite basculer, donc je vous recommande d'être très prudent. D'un autre côté, ça va potentiellement nous permettre de saisir un bon nombre d'opportunités. Bien évidemment, on suivra tous ces résultats, toutes ces informations très importantes en live tout au long de la semaine. Je vous ai partagé le planning des lives justement de la semaine tout à l'heure dans le serveur Discord. Donc si vous voulez aller le voir en détail, je vous invite à le faire. Je vais vous le montrer rapidement ici. Mais donc vous voyez, beaucoup de contenu cette semaine. Il va y avoir pas mal de choses à dire. Donc ça va être très sympa. Encore une fois, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre justement dans le serveur Discord. Petite annonce pour terminer cette vidéo les amis. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas. Je vais répondre à toutes vos questions juste après, mais du coup cette semaine on vous a enfin publié notre site internet, donc je vous invite à aller le voir si vous le voulez, www.blockchaincapital.fr. Vous avez de toute façon le lien en bio et en description, donc voilà, pour ceux qui veulent aller faire un petit tour sur notre site internet, je vous invite à aller voir ça et à nous faire des retours si jamais vous voulez nous en faire sur ce que vous en pensez. Voilà les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les informations que j'avais à vous partager ce soir. Non, j'allais oublier quelques petites choses quand même. Un petit point sur les matières premières, sur les commodities, ça fait pas de mal. Trade validé sur le pétrole, on est venu chercher tous les TP, ça fait plaisir. Et du côté du gold, toujours en stand-by, toujours en attente pour le moment. Donc je tiendrai aussi au courant dans le serveur Discord début de semaine d'éventuelles prises de position sur ces différentes classes d'actifs. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. Encore une fois, ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions d'ici un instant. Et pour ceux qui étaient sur YouTube, donc merci à vous, passez une bonne soirée et un bon week-end et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.